donc Kylian. Et puis donc développeur full stack. Et puis voilà, bah, je parlerai notamment de ce qu'il y avait en tant que dev au DevFest. Moi, c'est Thomas, plutôt côté DevOps, dans la partie surtout AWS et cloud. Et du coup, forcément, je passerai plus sur des sujets DevOps sur le DevFest. Est-ce que tu nous fais un petit coucou, Meryl? Mais bien sûr, si vous m'entendez bien, du coup, moi, c'est Meryl, DevOps aussi, plus sur la partie originaire de la partie opérationnelle infra. Et voilà, je vais vous parler un peu de ce que j'ai vu au DevFest sur cette branche-là. Et du coup, bah, moi, c'est Rémi Villain, DevOps aussi, mais du coup, sur mes 2 talks, j'en ai pas pris un seul DevOps à présenter. L'objectif aujourd'hui, du coup, c'est de vous faire un petit retour sur le DevFest, sur des conférences qui nous ont particulièrement marquées, que nous vous conseillons d'aller voir. Donc on va essayer de vous donner, de vous appâter, de vous donner envie d'aller voir ça et éventuellement, on va essayer d'ouvrir un petit peu les sujets autour de la discussion, d'essayer d'aborder quelques thèmes. Cette année, on a décidé de traiter moins de sujets du DevOps pour rajouter justement des petits espaces d'échange. On va peut-être pouvoir se poser des questions les uns les autres, et répondre vis-à-vis à ce qu'on a pu voir sur le DevFest ou pas, justement. Sans transition, on va commencer par mon top 2. Donc vous verrez, les slides ne sont il n'y a pas énormément de slides, mais c'est pas grave. On arrive directement sur le vif du sujet. Heu, 1er sujet que j'ai choisi, moi, c'était, un sujet qui se vendait pour présenter toutes les nouvelles fonctionnalités de Postgre, toutes les amazing features. Enfin, pas forcément les nouvelles, justement, c'est ça que j'ai appris aussi. Mais l'idée, c'est que, c'est un talk, alors, il y a eu quelques incidents techniques pendant le talk, mais je vous conseille tout de même de vous accrocher un peu. Je trouve que ça vaut assez le coup. Donc c'est une personne qui, nous représente Postgre, qu'est-ce que c'est? Et finalement nous fait prendre un peu de recul sur le fait que c'est une technologie qui a déjà, quand même 30 ans. Et pourtant on continue à l'utiliser, pas mal. Et si Postgre s'appuie sur SQL, hein, SQL étant la norme et Postgre, c'est une implémentation de la norme SQL. Il propose quand même pas mal de choses qui, moi personnellement, dans mon expérience professionnelle, dans mes interactions avec les bases de données que j'ai eu à faire, que ce soit, dans, mon cours passé de développeur ou en tout cas, dans l'accompagnement des équipes côté DevOps, c'est des fonctionnalités que j'avais pas forcément en tête, que je voyais pas forcément et je trouve que, par moment, on se complexifie un petit peu la tâche à mettre des surcouches pour pouvoir, manipuler les bases de données, ni typiquement avec les frameworks, ou ce genre de choses. Là où finalement, quand on regarde bien et avec les fonctionnalités qu'ils présentent, on a tout un package de fonctionnalités qui te permet je veux dire quasiment de gérer une application juste avec la base de données, quoi. J'exagère un peu, faut gérer l'injection des données, ce genre de choses, mais il y a quand même pas mal de choses très sympathiques. J'en ai noté quelques-unes. Je vais pas refaire, l'intégralité du talk, hein, il me faudrait 1 heure pour ça, c'est 1 heure, faut tenir la cadence, hein. L'avantage avec YouTube, c'est que vous allez pouvoir mettre en 0,5. Typiquement, dans les fonctionnalités qu'il présentait, c'était, les table expression qui, moi, dans mes passés, d'école d'ingénieur ou, le peu que j'ai dû interagir avec des scripts SQL, en général, on se retrouve très vite avec des gros pâtés, de conditions, sous conditions, de filtres, de jointures et cetera, qui peuvent se résumer en langage naturel par quelque chose de très simple. La liste des personnes qui ont fait ça, bon, bah, quand vous l'exprimez en MySQL, ça tout de suite, vous avez des jointures et ça peut, selon votre modèle de données, très vite se complexifier. Donc, ils présentent les table expression qui sont de manière comme ça, je dis, c'est quasiment, ça ressemble un peu à des fonctions de développeur finalement et ça permet de factoriser pas mal et de réutiliser ces recherches. Un des gros avantages aussi, c'est niveau performance en fait, Postgre lui, il va faire de l'accélération quand il peut, c'est-à-dire qu'il va faire du parallélisme. Si jamais vous faites des jointures sur des données qui requêtent pas les mêmes espaces de vos tables et qui ne requêtent pas les mêmes tables, il va pouvoir paralléliser tout ça et accélérer grandement. Autre chose que j'ai découvert, c'est, Windows Function. Si vous avez déjà fait des choses sur SQL, en général, vous avez souvent le besoin de connaître, le nombre alors lui, il donnait un exemple avec une base de données, c'est Sakila Database, qui est une base de données d'un ancien, d'une ancienne société qui, louait des disques durs.
Et du coup, bah, on a souvent des disques durs, qui louaient des DVD, un peu comme faisait Netflix au tout début. Et du coup, le truc, c'est, ils mettent à disposition cette base de données et dans ce genre de base de données, on a souvent besoin de connaître des informations type le nombre de DVD qui appartiennent à une catégorie ou à une autre, ce genre de choses. Donc on a tout de suite le réflexe, ou en tout cas moi, quand j'avais fait mes cours de SQL, on a tout de suite le réflexe de faire des group by, mais le problème, c'est que c'est quelque chose de destructif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le group by, on peut pas récupérer la donnée, c'est un peu embêtant et bah, du coup, il y a des Windows Functions qui permettent de faire des buckets de données, qui gardent l'intégralité des données à l'intérieur, donc c'est réexploitable. Ça permet d'enchaîner les données beaucoup plus facilement et d'éviter de refaire les mêmes choses, à chaque fois pour récupérer le pool de données initial. J'ai déjà cramé un petit peu de temps, je vais vous parler d'un dernier truc, moi, qui m'a «marqué» entre guillemets, c'est les contraintes et les types. C'est-à-dire que quand vous rentrez des données, vous pouvez faire vos propres modèles de données quasiment, sur Postgre. Vous pouvez donner des regex pour, être certain, donc les regex, c'est tout ce qui va être contrainte, pour être certain que la donnée qui arrive à l'entrée de votre base de données, elle est d'un bon format. J'ai déjà vu des problèmes on a plusieurs applications qui exploitent la même base de données et en fait, une application a mis à jour ses normes et injecte les données d'une telle manière. L'application numéro 2 s'est pas encore mise à jour et on se retrouve avec des entre guillemets «des contraintes» qui sont gérées côté application et du coup qui se multiplient et ça crée un peu de chaos dans la base de données. On ne sait pas trop, lequel est le bon format et cetera et je me suis dit: «Bah tiens, ça c'est vraiment un bon truc qui pourrait, vraiment». Ça change un peu le shift, on dit: «Bah, c'est la base de données qui est source de vérité, c'est elle qui impose ses contraintes» et on peut rajouter en plus au ça avec ça un typage qui va vous permettre de, réduire comment dire? Qui va vous permettre de réduire vos données en sous-groupes de données. Par exemple, pour décortiquer des adresses IP, là, on avait l'exemple des IBAN, enfin de l'équivalent des IBAN, ou du numéro, il y a un référencement national, des DVD, chaque film a son propre numéro, ce genre de choses. Bah, ça peut être des choses que vous pouvez pré-décortiquer dans votre base de données et derrière, grâce à Postgre, bah, vous êtes prêt à les utiliser, et c'est super, ça tourne beaucoup mieux, quoi. Dernière petite chose notable et après je vais attaquer, je vais attaquer le deuxième sujet. Typiquement aussi, on peut maintenant faire des listens, des espèces de hooks sur Postgre, où quand on reçoit de la donnée, on peut faire des actions en fonction de ce qu'on a reçu. Chose que j'avais beaucoup vue sur beaucoup d'applications, forcément en tant que DevOps, on adore les CI/CD, on adore les hooks, on adore ce genre de choses et là quand j'ai découvert qu'il y en avait, je me suis dit: «Tiens, ça peut être sympa». Tout ça pour dire que moi, ça m'a fait un peu pousser la réflexion autour d'une discussion que j'ai eue avec des collègues il y a pas si longtemps que ça, qui est, finalement, aujourd'hui, on a tendance à, s'équiper de plus en plus d'applications, de plus en plus de logiciels, de surcouches, de choses comme ça. Là et d'oublier totalement que certains outils qu'on utilise au quotidien, bah, ils ont évolué aussi avec le temps et on peut trouver des choses qui sont hyper sympas dedans, qui peuvent, répondre à des use cases, qu'on a complexifiés, qu'on a transformés en usines à gaz, inutilement. Mon deuxième sujet du coup, OSINT, l'art de trouver ce qui ne devrait pas être trouvé. C'est un format court du DevFest, ça ne dure qu'une vingtaine de minutes, même pas. Mais moi je l'ai trouvé assez intéressante. Déjà, l'OSINT, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, l'OSINT, c'est, l'art d'utiliser les données qui sont publiques, donc toute information publique, open source, et de les mettre en relation pour en extraire des informations. Dit comme ça, c'est extrêmement vague, mais dans le sujet, tu as, des très belles explications, et des très belles illustrations. Vous voyez notamment celle qui est en bas à gauche, qui, montre un trajet, visiblement et ça vient des fameuses montres Strava. Peut-être que certains d'entre vous en ont une, qui, quand vous faites du running ou ce genre de choses alors moi, je suis pas un grand fan de running, hein, je mets le disclaimer tout de suite. Mon explication s'arrête là, à ce niveau-là technique, mais il y a eu un souci avec Strava, c'est qu'ils ont dit, «Bah, nos données, on considère qu'elles sont publiques, donc tout le monde peut y accéder, y compris le militaire qui fait son jogging autour de la base militaire en plein milieu du désert». Et du coup, c'est comme ça qu'on aboutit à ce genre de tracé où on est capable de dire, les militaires enfin, on est capable de dire au milieu du désert, là, il y a une base, visiblement, on voit les chemins principaux. On voit que là où il y a du vide, ça doit être les bâtiments ou, les hangars, ce genre de choses. Enfin,
y compris les gardes du corps des présidents aussi. Exactement. Voilà, L'information, le c'est marrant. deuxième exemple, je ne vais pas revenir en dessus en détail, je vous laisse le découvrir à Ah oui, tu travers. l'avais noté. Mais avec les gardes du corps des présidents, ils sont capables de prédire là où Emmanuel Macron va aller à l'hôtel lors de son déplacement dans 2 semaines dans tel pays. Donc c'est un côté extrêmement fascinant. Moi, j'aime bien un petit peu le jeu GeoGuessr. GeoGuessr, globalement, c'est du OSINT en se limitant uniquement à l'image. Même s'il y a quand même un peu de métadata à savoir sur la manière dont le jeu fonctionne. Là, elle revient un petit peu sur les différentes typologies, hein, tout ce qu'on peut exploiter, les réseaux sociaux, les images, les signaux radio, les flux financiers, les données GPS. Et son exemple le plus intéressant, je trouve, c'est la traque d'un mafieux. Et donc, si vous voulez savoir quelles sont les erreurs qu'a fait ce mafieux pour se faire attraper, je vous laisse aller voir sa vidéo. C'est vraiment intéressant pour le coup. Très Voilà. beau cliffhanger. Hein, très beau cliffhanger, tu as vu ça? Et on fait l'appel, tu vois? C'est hop, et vous avez même les QR codes pour aller voir la conférence. Attendez qu'on termine, s'il vous plaît. Restez quand même, et mais vous aurez un lien à la toute fin vers l'intégralité des vidéos, de toute manière. Mmh. Alors, pour enchaîner et terminer sur mon ressenti global, moi, il y a une chose que j'ai remarqué sur le DevFest cette année, c'est qu'au niveau des sujets DevOps, ça a été un peu moins une dinguerie que les années précédentes. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a pas mal de sujets qui ont été présentés qui sont sympas. C'est des technologies qui sont sympas, mais souvent, soit on les connaît bien, soit c'est des petites surcouches qui vont rajouter quelques fonctionnalités à ce qu'on a déjà fait. Mais j'ai pas eu de trucs qui m'ont vraiment impressionné comme ça a pu être il y a quelques années. Par exemple, il y a 2-3 ans, avec les clouds publics, il y avait des choses autour de faire des infrastructures, faire quasiment des applications sans infrastructure, juste en gérant des événements et en trimballant ça dans un ensemble de services de ce cloud provider. Ça m'avait vraiment impressionné. J'étais en mode: «OK, c'est un changement de paradigme et tout». Là où cette année, j'ai trouvé ça un petit peu creux, et c'est pour ça que j'ai été voir beaucoup de confs très peu de confs qui ont lié au DevOps, soit parce que je connaissais déjà, soit parce que je me suis dit: «C'est trop basique» entre guillemets. Alors ça, c'est une opinion personnelle. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Bah, moi, justement, dans un de mes 2 sujets, il y a un sujet un peu plus technique et un sujet un peu plus basique du DevFest. Je pense aussi qu'ils ont peut-être voulu faire ça parce que souvent quand tu dis DevOps, je vois certains développeurs dans ma boîte, ça leur fait un peu peur les trucs de DevOps, et là, du coup, ça permet un peu de, présenter le truc. Genre typiquement, je vais parler moi du sujet parler de la souveraineté du cloud. Bon, si tu fais du cloud, tu apprends pas grand-chose. Mais c'est quand même un bon, état des lieux de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et dans quoi on va tendre dans les prochaines années. Donc certes, c'est pas un truc technique, mais enfin, de base, c'est le DevFest quand même. Donc dans le titre, pour Ouais. moi, c'est plus orienté pour les devs. C'est quand même intéressant pour quelqu'un qui est dans son poste, on va dire un poste confort et qui fait peut-être du legacy ou des choses comme ça. D'avoir des ouvertures sur des sujets sans que ce soit trop technique. Parce que typiquement, tu disais ce que tu avais vu la dernière fois, je suis pas sûr qu'à ce genre de truc, il y ait beaucoup de devs qui viennent, Mmh. mettre une tête, tu vois? Là où le truc Mmh. du cloud, enfin, tu faisais de l'informatique, c'était largement accessible à n'importe qui, hein. OK. Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de trucs de DevOps. Donc après, moi, je suis moins dans le DevOps, donc je remarquais pas à quel point c'était nouveau ou pas nouveau. Bon, après, même si je sais que si ça parle de cube, et cetera, c'est des choses qu'on connaît depuis un moment. Mais du coup, après, oui, forcément, il n'y a pas forcément autant d'évolution tous les ans. Et le DevOps, c'est encore assez récent, entre guillemets. Donc, c'est cool aussi. Ça permet que les technos qui y sont actuellement déployées, c'est elles qui sont mises à Ouais, jour et ça se qui consolide un peu vont, ouais, plus, ça ouais. se On consolide. est plus dans une course à l'avant. Ouais, c'est ça, et du coup, on sait à peu près vers quelle, enfin, en tout cas, vous savez en tant que DevOps vers quelle, technologie il faut plus, Mmh. aller, et cetera pour l'avenir, quoi. Donc, c'est cool aussi de voir un peu des technologies comme ça qui ressortent et qui sortent la tête par rapport aux autres et qui sont fascinantes, donc, Ça marche. J'avais un second sujet autour de l'IA, mais on va passer parce qu'il faut que tout le monde mmh, prenne le temps de parler. On reviendra dessus éventuellement si on a un timing un peu plus creux, mais pour l'instant, la moitié du temps est déjà prise avec voilà. toi. Et du coup, Kylian, je vais t'inviter à prendre la parole. Oui, moi, ça va être des sujets, du coup, principalement sur le développement, voilà, vu que je suis le seul dev autour de cette table, j'en ai profité. Hem, Tout d'abord, Open Rewrite, voilà, avec mon accent.
Refactor as Code. Donc on a commencé le talk, il nous a demandé un peu comment on faisait pour faire du refactoring en fait de code pour passer, typiquement, de JUnit 4 à JUnit 5 et cetera. Donc, à main levée, il demandait, qu'il passe par du chercher remplacer, qu'il passe par des regex, qu'il passe par, du clic droit refacto ou encore qu'il passe par des LLM. Donc là, il a dit que c'était évidemment à prohiber, ce genre de choses pour du refactoring et du coup, il nous a proposé, Open Rewrite qui est, en fait un framework, qui permet d'automatiser le refactoring de code à grande échelle. Donc comment ça marche? C'est que, en fait, il va y avoir ce que vont appeler des recettes et des recettes pourront appeler d'autres recettes et en fait, ben, avec, une, enfin, par exemple, si on va appeler une recette qui va faire un refacto de JUnit 4 à JUnit 5 et ben, on va avoir, cette recette-là qui va appeler plein d'autres petites recettes qui ont été créées spécifiquement pour tel cas d'usage qui peuvent être elles aussi être appelées, de manière indépendante. Mais en fait, voilà, on va avoir une arborescence de recettes qui vont être justement appelées pour refaire tout le refactoring du code. Donc là, en fait, sur le screenshot, tout à droite, on voit en fait que, en fait, en faisant la recette, le temps estimé gagné, il était que de 15 minutes, mais c'était pour un petit exemple. Et en fait, on voit directement les modifications qui ont été faites justement. Bah, là, c'était pour du JUnit 4 vers JUnit 5, où il change le fichier POM justement avec les bonnes données, etc. Et, euh, et les recettes peuvent être créées aussi par tout développeur, en fait, justement pour un cas particulier et tout. Alors ça, c'était un peu complexe justement, de créer ses propres recettes et cetera. Forcément, c'est assez complexe. Faut vraiment aller, dire, telle information, je la récupère dans le code et après je vais la modifier par telle autre information ou alors des fois ça peut être plus complexe parce qu'il faut rajouter des imports et cetera. Mais en tout cas, c'est possible de le faire. Mais du coup, voilà, ça répond à un réel problème qui est de faire des migrations à la main. C'est long, coûteux, risqué. Alors que là, en fait, ben, vu que tout ce qui est ces recettes-là, elles ont été testées et elles sont en fait dans un catalogue, directement en fait, sur le site. Donc en fait, ici, on peut Ouais. voir, sur le deuxième screenshot, bah, tous les langages qui sont utilisés en fait avec les différentes recettes à l'intérieur pour pouvoir faire, justement ces migrations-là. Et typiquement, voilà, c'est comme je le disais, ça peut remplacer une API obsolète, ça peut permettre de migrer de JUnit 4 à JUnit 5, ou encore de mettre à jour une version de Spring Boot. Ça peut faire vraiment, tout et rien. Typiquement, moi, j'ai regardé aussi côté, JS parce que je suis plus JavaScript que Java. Il y avait aussi des petites choses, donc c'est moins évolué, mais typiquement même, bon, pour ce qui est du linter et cetera ou typiquement utiliser des consts plutôt que des var ou tout ce genre de choses en fait, qui permettent d'améliorer, le code avec les évolutions actuelles, quoi. Et donc voilà, l'outil, en fait, on peut définir des règles, en fait, avec l'outil. Ensuite, il va scanner tout le code et puis il va appliquer tous les changements directement, en fait, au code et après on peut justement, en tant que développeur, regarder tous les changements qui ont été faits. Donc ce qu'il conseillait, c'était que forcément, les développeurs doivent quand même être, heu, au courant de ce qui se passe. Ils doivent pouvoir quand même analyser le code et dire: Mmh. «OK, bon ça, c'est ce que j'aurais fait, en tant que développeur, mais d'une façon plus longue». Mais là, au fait, le fait de le donner à une machine qui a un mode opératoire, ça va permettre justement d'éviter ce genre d'avoir des erreurs justement, qui sont humaines justement en modifiant le code à la main, quoi. Et j'ai juste une question, excuse-moi. Ces recettes, elles sont communautaires ou Ouais, justement, tout ce qui est, bah, c'est une question que je voulais un peu poser, mais je n'osais pas poser pardon. des questions, aux conférenciers. Mais en fait, tout ce qui est ici, c'est, review par, une équipe et cetera. Enfin, c'est des équipes qui review, donc tout ce qui est ici, ça peut être utilisable et enfin, on peut avoir confiance OK. en ces recettes-là. Mais je savais pas à quel point justement c'était communautaire, justement, si je peux créer une recette, Et la la partager soumettre à tout le monde, derrière à open travers leur rewrite et site, cetera. OK. Voilà, c'est ça. Ou si c'est vraiment une équipe derrière qui est dédiée à ça, mais en tout cas, tout ce qui est, sur la documentation justement peut être utilisé, sans souci, quoi. Et Alors, juste une question. ouais, Et du coup, tu le lances comment? Parce que je vois dans les langages, il y a pas que du Java. Alors si je lis bien, il y a Groovy et Docker, par exemple. ouais, Du coup, c'est quoi? Parce que tu lances comment la commande pour, lancer ce machin-là? c'est en ligne de commande, c'est C'est carrément un via un binaire, Il quoi? CLI. il a Ouais, son en propre fait, clé, ouais. ouais, ouais, tu lances la commande Ouais. CLI avec le nom de la recette que tu veux, les fichiers que tu veux analyser ou tout le document et cetera.
j'ai pas mis de screenshot parce qu'il y avait il y avait plus de place sur le truc. Mais sur la vidéo, vous verrez, en fait, il y a des exemples justement de commandes CLI qui lance pour nous faire cet exemple-là. Donc en fait, là, ce qu'on voit en bas à droite, la build success, en fait, il nous fait un exemple carrément il nous OK. lance une commande avec, je veux lancer telle recette et cetera et en fait, après, ça fait tous l'acheminement qu'il faut faire. Et en fait, ben, il nous va nous lister: «J'ai remplacé tel truc par tel truc parce qu'il y a eu telle Ouais. règle dans telle recette et cetera. Telle recette qui est appelée par telle recette, qui est appelée par telle recette» et cetera. Donc on peut avoir tout un acheminement et vraiment vérifier, «Ah ben, pourquoi ça, c'est bizarre?» ou «Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de quoi qu'il a fait ça?» et cetera. OK. Donc Ça marche. voilà, c'est assez puissant et heu et mon deuxième sujet, c'était, en JavaScript, il y a un paquet pour tout et souvent pour rien. C'est vrai que les qu'on a tendance à vouloir un peu utiliser des paquets pour tout et pour rien. Donc, typiquement, il nous montrait l'exemple du isString qui est, un package qui existe et qui permet de vérifier si, une variable, c'est un string ou non. Et donc, à main levée, il demandait, si les gens utilisaient, ce package. Bon, il y en avait 3 sur, 105 je crois, donc ça va. Mais en fait, il nous montrait un peu tout, La à droite dérive un là peu. ouais, à droite là, ce que justement le graphique qu'on peut voir, c'est que, le comparatif entre, string et info, Ah, par contre, garde le micro devant, s'il te plaît. et React. Voilà, donc React en bleu et puis eString en noir et donc on peut voir que eString est plus téléchargé de React. Donc voilà, mais après, il nous montrait justement que eString, bah, c'est quelque chose qui est déjà qui n'a pas besoin d'être fait et puis d'être téléchargé et après il nous a en fait bah, ça c'était aussi un quickie, ça durait vraiment, 15-20 minutes Mmh. et il nous a surtout listé un nombre d'outils, voilà, que j'ai remis là et que vous pouvez retrouver, en démonstration justement sur la vidéo. Justement où on va pouvoir analyser, toute l'arbre de dépendance de eString ou de n'importe quelle dépendance, npm et cetera. Node module.dev qui va aussi faire, voilà, en fait, chaque outil va avoir son utilité et on va pouvoir voir la taille des paquets, quel paquet peut être utilisé. Enfin, il y a un des outils qui permet de dire: «Ah bah, ce truc-là, il est natif, donc utilise plutôt le natif». Ils vont nous donner Ouais. un peu des conseils de quoi utiliser à la place et cetera. Donc voilà, c'est assez puissant, enfin, voilà, faut les utiliser, à bon escient. C'est aussi très complet, donc forcément, faut réussir à trouver son bonheur là-dedans. Mais, mais du coup, je trouvais ça pas mal du coup comme quickie parce que justement ça permettait, d'avoir pas mal d'outils, qu'on peut après tester de Ouais. nous-mêmes pour, heu, pour des packages qu'on va utiliser au quotidien et puis voir si vraiment ils sont utiles, si, le poids qu'il prend et cetera. Il y en a un qui montre les graphes de toutes les dépendances et on peut voir que c'est immense et puis il nous montrait un exemple, de 2 versions d'un package justement où la version, précédente, elle utilisait un nombre incalculable de packages, donc ce qui veut dire que derrière, quand on doit les télécharger en tant que développeur, ça prend plus de temps, il y a plus de chances d'avoir de la vulnérabilité et ils ont vraiment fait une nouvelle version où ils ont essayé de clean le maximum ils se sont vraiment basés là-dessus pour faire, leur Ouais. nouvelle version. Ils ont dit: «Non, on veut plus des packages inutiles» et cetera et on peut voir justement la différence entre les 2 justement, dans la vidéo, ils le montrent justement en OK. exemple et donc voilà, donc vraiment intéressant aussi, si vous faites, du JavaScript. Et ressenti global, on en a un peu parlé aussi, tout à l'heure. J'en ai déjà un peu parlé. C'est que justement, je trouvais qu'il y avait encore pas mal de choses sur le DevOps, mais après c'est tant mieux aussi, le DevOps, ça fait aussi partie de l'informatique et voilà, mais du coup, Tu tolères notre présence. du coup, j'ai toléré, mais j'en voyais C'est pas beaucoup, mal. il y en a 3 ici, donc je veux dire que c'est bien. Et aussi beaucoup tourné sur l'IA, voilà, c'est aussi le vent en poupe. C'est un des sujets, qu'il y a eu, où j'en ai pas parlé, mais s'il y avait un top 3 j'en aurais parlé. Justement où il y avait un conférencier de Google, qui nous montrait un peu toutes les nouveautés qu'il y avait, sur l'IA, et vraiment toutes les on voyait un Mmh. nombre incalculable de Ouais, LLM et d'outils en fait qui sortent tout le temps en fait. Tu as ouais, participé aussi il me semble? ouais, j'avais hésité à faire, la mettre dans mes sujets Mmh. et comme tu l'avais pris à la base, j'ai dit: «Bah non, je vais pas le mettre, tant pis». On en parlera Mais, aussi. moi, je me suis demandé enfin, moi, une réflexion que je me suis fait devant tous les trucs d'IA, c'est que, en général, dans ce genre de conférences, pareil, c'est très basique. Ils peuvent pas aller très loin parce que ça Ouais. devient très vite très technique et finalement, on a de l'IA un petit peu à toutes les sauces, mais, Mmh. qu'est-ce qu'on en fait derrière?
l'impression qu'on est encore dans le Far West, quoi. Ouais. C'est Bah, au final, je voulais le prendre et en fait, je l'ai pas pris, mais enfin, c'est quand même une conque intéressante, mais je trouvais qu'il faisait aussi pas mal joujou avec tous les différents outils et ouais. que d'un point de vue, utilisation de personnage, je vois pas vraiment comment l'utiliser en fait, Ouais, ça en manque un peu de ouais. maturité peut-être comme sujet à l'heure actuelle. Ouais, en fait, tout ce qui va être, typiquement, il y avait un exemple sur, un robot qui arrivait à prendre le sandwich, à le mettre dans le sachet hermétique, à fermer le sachet, à le mettre dans la boîte, puis à le mettre dans le sac, fermer le sac et cetera. Tout ça justement avec l'IA justement et Une cetera. révolution pour l'humanité, quoi. Voilà, c'est fou comme on peut Non, pas le faire nous-mêmes, mais du coup, il était lent, mais bon, ça montre un peu à quoi le que va être bah, l'avenir, mais pour moi, pour l'instant, on est encore au stade de jouer, tu vois? c'est ça. Ça arrive, c'est: «Ah, qu'est-ce qu'on fait?» Ouais, On sait pas, on joue avec, on verra voilà, bien, mais c'est ça. On et fait une je trouve photo. que là où il y a enfin, je sais pas, enfin, moi, j'ai l'impression, c'est, post-confinement, on parlait de ChatGPT, c'était une dinguerie. Bon, on dit toujours que ChatGPT, c'est une dinguerie, mais c'est encore plus une dinguerie, très bien, mais on en fait quoi? Enfin, Ouais, ouais, ouais. est-ce qu'on passe à autre chose ou? Il y a les agents qui arrivent et ils permettent de faire plusieurs choses, mais c'est vrai que là, c'est encore assez Ouais. flou, ça commence à ça stagne un peu en tout cas sur l'usage qu'on peut en faire en tant qu'utilisateur, quoi. Non, mais sinon, ouais, j'ai trouvé enfin, il y avait aussi quelques talks sur l'accessibilité, je trouvais ça sympa, je sais plus s'il y en avait l'année dernière, mais du coup, c'est bien, Ouais, ça il y ouvre en avait, aussi des nouvelles. l'année dernière, il y en avait Il y en qu'un avait seul, un, je je crois. crois, ouais. Ils avaient fait aussi le code, In the Dark, mais c'était peut-être la même chose cette année, je sais plus, mais ça change pas un peu. Mais et voilà. Et puis sinon des sujets variés. On avait eu de l'OSINT l'année dernière aussi, on l'a eu cette année, des tests de charge, études de failles, aussi, bah, du coup aussi le SQL, tu en as présenté un, mais il y en Ouais. avait 2 ou 3 aussi sur le SQL, qui permettent vraiment enfin, je trouve que c'est quand même des sujets intéressants parce que, C'est donc marrant de voir que ça, c'est la gestion des bases de données, c'est incroyable, ouais, quoi. mmh C'est ça fait, ouais, 40 ans qu'on a des admin DB, c'est le seul métier qui ne bouge pas, quoi. ouais, C'est c'est clair. Mais c'est vrai que c'est quand même, enfin, tout le monde dev un peu à l'arrache justement avec des requêtes qui prennent du temps immense et tout, mais des fois il y a aussi des ouais, contraintes, techniques derrière. Typiquement, l'année dernière, c'était sur Doctolib, justement, ils disaient: «Mais en fait, on peut pas, se permettre d'avoir une requête qui nous prenne une seconde, ouais. avec les milliards de données qu'ils ont, quoi». Bref, je laisse la main. Vas-y, hein, tu peux mettre, le top 2 déjà. Pour moi, c'est 2 sujets, plutôt DevOps. Donc le premier, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est état des lieux de la souveraineté du cloud, cloud public au cloud confidentiel. Donc si vous faites déjà beaucoup de cloud, c'est pas forcément le talk le plus pertinent, sauf la fin, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne entrée en matière sur, qu'est-ce que le cloud? Pourquoi on en parle beaucoup? Les avantages, les inconvénients. Donc forcément, avec le climat actuel, il a commencé par parler des enjeux géopolitiques et législatifs. On a parlé par exemple du Cloud Act aux États-Unis, la RGPD, qu'est-ce que ça impliquait pour les différents clouds, les différents types de sociétés qui devaient se plier à ce genre de règles. Ensuite, il a parlé des piliers de la souveraineté. Alors en gros, c'est ce qu'il expliquait, c'est globalement, qu'est-ce qu'il faut bien faire dans le cloud? Typiquement, il expliquait parce que, bah, forcément le cloud, c'est tout beau, tout neuf, on peut un peu faire ce qu'on veut, mais on peut aussi faire, pas mal de merde. Et du coup, là, il expliquait un peu, plusieurs, axes à respecter afin de pouvoir justement, avoir un cloud périn et éviter des complications dans le futur, notamment pour tout ce qui est migration, ce genre de choses. Ensuite, il nous a parlé des typologies de cloud. Donc là encore, c'est des choses assez basiques, mais il a parlé de tout ce qui est cloud privé, cloud public, cloud hybride. Et justement, la partie que je connaissais un peu moins, qui était la partie cloud confidentielle. Et forcément aussi les serveurs bare metal. Donc au début, il a un peu dépeint ça en mode quelque chose de bien, mais il faut y faire très attention, ce qui est somme toute très vrai. Et il a parlé un peu des nouveautés qu'on pouvait voir de plus en plus sur le cloud. Le truc que j'ai trouvé assez stylé, c'est le chiffrement des données à l'usage. Donc, en gros, c'est Intel et AMD qui font ça, puisque c'est eux qui font les CPU. En fait, c'est directement du chiffrement dans les processeurs. Et du coup, les données sont chiffrées en fait par le processeur, ce qui fait que bah, tu n'as pas le choix. En fait, tes données sont forcément chiffrées. Il n'y a pas trop beaucoup de configuration à faire. Alors, forcément, il n'a pas parlé des prix, mais vu comment il expliquait la configuration des outils, je pense que ça doit coûter un sacré billet. C'est ça, c'est à moins d'avoir un voltmètre directement branché sur les Ouais. pins du CPU, tu foutu, quoi. J'ai plus les noms des technologies, mais il en parle dans le talk exactement. Donc, vous pouvez aller voir et il y a vraiment comment ça s'appelle. Donc, on peut aller voir sur le site d'Intel et AMD comment ça s'appelle. Et du coup, après, il parlait d'un truc qui a le vent en poupe, qui est le cloud de confiance. Alors, le cloud de confiance, c'est un sorte de mix entre un cloud privé et un cloud public. Donc, c'est un peu ce qu'on voyait il y a quelques années dans les data centers, où en gros, vous allez avoir
quelque chose en frontal entre AWS et vous, par exemple. Donc, il donnait des exemples. J'ai oublié le nom de les boîtes, mais typiquement, il y en a deux qui sont en train d'émerger. Il y en a un avec Capgemini et Google. Alors, vu que c'est un projet Capgemini, j'aimerais pas mettre un sou dessus. Et l'autre, je crois, c'est Orange et je sais plus. Et en fait, c'est des clouds donc, qui ont la norme Secnum Cloud. Donc, la norme Secnum Cloud, c'est un truc qui a été fait par l'ANSSI en 2020 et quelques, je ne sais plus la date, qui est en fait des normes très très strictes sur justement toutes ces choses dans le cloud où c'est un peu open bar. Et du coup, ces clouds de confiance, c'est un peu des solutions qui visent à dire regardez, nous on est Secnum Cloud, donc la norme, je crois, c'est tous les ans qu'il faut la revailler, donc c'est un truc vraiment très strict. Et en fait, ça te permet de garantir une certaine sérénité vis-à-vis de ton fournisseur de cloud. Surtout que c'est un machin européen, donc on est plus proche de notre norme. Là où, quand on est de full AWS, même s'il y a les zones et tout chez nous, on ne sait jamais vraiment trop ce qui se passe derrière et ce que pourrait faire AWS si demain il y avait une guerre et qu'ils voulaient prendre toutes nos données. Là où, avec cette norme Secnum Cloud, il y a vraiment un tampon de l'ANSSI avec pas mal de beaucoup de certifications qui. Parce que vous passez la norme, vous pouvez vous faire auditer à n'importe quel moment de l'année, il faut la repasser tous les ans. Donc c'est quand même. Tu ne peux pas juste, comme des fois certaines normes ISO, tu peux les passer dans ta boîte en cachant un peu la poussière sous le tapis et au final ça passe. Là, c'est vraiment un truc costaud. Et du coup, il parlait des initiatives européennes. Donc c'est ce que je vous dis, j'ai plus le nom des boîtes, mais il y en a deux gros qui commencent à faire parler d'eux. Il y a ça doit être genre Thales Capgemini avec un fournisseur et Orange et quelqu'un d'autre avec un autre fournisseur de cloud. Donc c'est des gros trucs quand même. Et donc ça devrait arriver d'ici 1 an ou 2 sur vraiment des gros clouds europééens qui seraient éligibles, enfin qui seraient Secnum Cloud. Je trouvais ça assez sympa, comme je disais, parce que ça partait d'un concept assez simple, parce que bon, les trucs en jeu du cloud et tout, quand on a déjà fait, bon, oui, ok, ça y est, je connais. Mais à la fin, il y avait quand même cette partie sécurité où aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même le plus gros problème du cloud. Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Et du coup, Ouais. il posait des alternatives pour le futur sur comment ça allait évoluer ces choses-là. Le deuxième, alors ça, c'est un bon truc de DevOps aussi. Celui-là est bienvenu, bien DevOps. Ouais. Donc, Carpenter et Keda, le duo gagnant du FinOps. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour éviter de perdre tout le monde, parce que je me doute que malheureusement, même si ici on est en force, ce n'est pas le cas dans tout XTIA, à mon grand désarroi. Mais la presse, c'était un retour d'expérience de la boîte RCA. Donc, c'est une boîte qui fait des logiciels pour les boîtes de comptables. En gros, avant, ils étaient sur OVH, ils sont passés sur AWS. Ça s'est pas bien passé du tout. Notamment, ils parlaient d'une anecdote au début où en fait, ils avaient une base de données d'un téraoctet. La migration a planté parce qu'ils ont fait ça le 14 juillet et que du coup, il y avait des ressources qui devaient être surchargées et du coup, ils ont leur base de données de 1 téraoctet, elle s'est retrouvée corrompue et tout. Bref, c'était un beau bordel. Du coup, une fois qu'ils ont commencé à faire ça, ils se sont dit bon, il va falloir qu'on fasse des choses en place, notamment maîtriser leurs coûts. Le premier truc qu'ils ont voulu faire, c'est pas de surprovisionnement, puisque comme je l'ai dit un peu avec l'autre, le cloud, tu cliques sur un bouton, ça te crée des machines, tu peux le faire C'est globalement autant de fois que tu veux. Après, à la fin de mois, il y a la paye, mais c'est autre chose. Du coup, ce qu'ils appelaient une approche cattle plutôt que pet. Donc cattle, c'est-à-dire bétail. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, déjà pour leur VM, c'est au lieu de faire des VM donc en mode pet, où chaque VM est très spécifique et fait des trucs spécifiques, ils ont essayé de faire une norme, donc des VM cattle en mode bétail, où en fait toutes leurs VM se ressemblent, et du coup ils peuvent un peu les casser et les reconstruire. Donc ça donne déjà un peu plus de souplesse sur les gros blocs VM. Et ensuite, il nous a parlé des outils Keda et Carpenter. Alors, sans entrer dans le détail, quand vous faites un cluster cube, il va y avoir des nœuds sur ce cluster qui sont des grosses machines, et dessus, vous allez pouvoir créer des pods qui sont, bon, c'est pas des VM, mais c'est un peu le même effet qu'une VM. C'est une petite machine sur laquelle vous faites des traitements. Keda, donc Kubernetes Event Driver Autoscaler. Dans Kubernetes, par défaut, il y a une mécanique qui s'appelle HPA, donc Autopod Horizontal Pod Autoscaling, pardon, qui permet de faire grossir votre nombre de pods quand la RAM de votre pod explose. Donc, au lieu d'avoir une VM qui va être surchargée, ça en pop 3 et avec le load balancer en front, votre appli tourne toujours. Donc, mais ça marche que sur CPU RAM globalement. Et en fait, ce machin-là, Keda, ça permet de faire sur n'importe quel type de métrique custom. Par exemple, le mec nous montrait pendant le talk
que sur une file de messages RabbitMQ, et bah, tu peux mettre quand ta file de messages elle est surchargée, ça augmente les pods. Et du coup, tu peux faire des trucs très Ouais. précis sur des besoins très spécifiques, où vraiment dans ton application, tu vois un tout petit truc qui toi est critique pour toi, mais c'est pas un machin très, enfin il y a un point très générique, on va dire. Bah, tu peux faire une règle custom dessus, et quand cette chose-là va être surchargée, bah, ça va faire grossir tes ressources. Ça, c'est assez stylé. Ok. Et forcément, du coup, il y a aussi le downscale quand si ça faisait que grossir, on aurait un petit problème. Et voilà, la grosse facture à la fin de Voilà, c'est ça. Et Carpenter, lui, du coup, c'est plus sur la partie nœud. Donc, il expliquait que donc, moi, Carpenter, ça fait, tu vas avoir des typologies de nœuds. Et donc, par défaut, imaginons, tu vas demander un pod au cluster. Il va dire, bah non, pour ton pod, j'ai pas de ressources. Bah, en temps normal, si tu as rien, bah, il va juste attendre 1000 ans et globalement, il y a un timer au bout d'un moment, dépendamment de comment c'est configuré. Bah là, Carpenter, il va provisionner des nouveaux nœuds et pareil, s'il voit que sur un nœud, il y a pas de pod qui tourne, bah, il va kill les nœuds. Et du coup, avec ces 2 trucs-là, ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup de gains financiers. Donc ils avaient ce qu'on appelle un type de facture pay as you go, c'est-à-dire qu'en fait, le week-end et le soir, et ben, ils dépensaient presque pas d'argent. Là où avant, bah, ça tournait en tout le temps et forcément, ça posait des problèmes. Et ils n'auraient pas pu faire ça sans avoir des VM Cattle, puisque là, avec des VM qu'on peut casser et reconstruire facilement, c'est beaucoup plus souple qu'avec une grosse VM Ouais. en mode monolithe un peu, où si tu la casses, au moment où ça va remonter, ça va te péter quelques erreurs. C'était Carpenter aussi qui faisait du rebalancing des pods sur les Oui, sur les nœuds. différents nœuds, C'est-à-dire exactement. que, bah, à un moment, vous avez une surcharge, vous avez plein de nœuds qui s'instancient. Au bout d'un moment, il y a la moitié qui se vide et il va les «réassembler» entre guillemets, enfin. C'est ça. OK, ouais, c'était bien lui. Ouais, c'était assez ouf, hein, j'avais vu Ouais, une bah, démo c'est aussi, c'était c'est puissant. Après, enfin, là, c'est marrant quand je le présente, mais la configuration, c'est pas si facile, hein. En général, on se prend 2-3, ouais. les devs qui disent: «Mon application, démarre plus là, qu'est-ce qui se passe?» Bah oui, mais tu as pas mis les bonnes state et toleration dans ton pod. Tu pas les bons Ouais, priorités tu Voilà. groupe. dois les pieds dans le tapis avant que ça marche. Il y a des coups de tournevis, il y a pas mal de coups de tournevis à mettre Bah, apparemment. voilà. Ça fonctionne bien comme tu veux. Et du coup, là, ils ont fait leur migration en juillet là, et là, il est venu présenter et ils ont déjà fait une économie de 38 sur leur infrastructure. Donc c'est quand même pas mal, hein. Énorme. Surtout que c'est une grosse boîte, hein. RCA, c'est plusieurs centaines de Ouais, il y cabinets a comptables, hein, c'est il pas y a un pas petit machin. énormément de concurrence sur le domaine. C'est ça. Et du coup, leur objectif, ça serait d'atteindre les 50. Donc je trouvais ça assez, sympa parce que c'est des gens quand même qui se sont remis beaucoup en question, là où souvent c'est assez compliqué avec les DSI, tout ça, d'avoir l'aval. Enfin, c'est quand même un gros projet, ce genre d'outil à mettre en place. Quand tu dois expliquer que tes nœuds, ils vont voler, enfin, Voilà. il est là 10 secondes après, il est plus là, Pas d'inquiétude, si ça se et trouve, ça va tout va bien se faire remonter. automatiquement, il Ouais. va pas y avoir de problème? Mmh. Ouais, ouais, mon gars. Bah, du coup, voilà, j'ai bien aimé cette talk-là parce que bon, après, c'est très technique, hein. Il y a des beaux schémas. Je pense qu'il faut comprendre, c'est pas autant le cloud, un peu monsieur tout le monde peut regarder, là, un peu moins. Après, c'est toujours bon à regarder, mais c'est assez sympa pour le coup. Puis surtout que les mecs qui parlaient, genre je me rappelle surtout l'année dernière, il y avait des fois des talks un peu techniques, mais les gens qui parlaient, ils étaient pas très à l'aise, pour s'exprimer. Là, tu sentais que c'était des gars qui avaient l'habitude de s'exprimer. Ouais. Du coup, c'était aussi plus Alors, agréable d'écouter que quelqu'un qui est un peu, qui parle dans sa barbe, quoi. ça devait être vraiment intéressant en plus, parce que je me souviens que cette conf, elle était à la Tech Ready en début d'année, donc c'est la deuxième fois, ils l'ont déjà rodée en début d'année. Donc en vrai, ils doivent avoir bien eu le temps de la potasser et elle va être assez sympa à voir. Voilà. Ah, par contre, c'est 2 Mmh. confs de 50 minutes, hein, il y a pas de petits machins Pas de de compromis ici. Et du coup, sur le ressenti global, alors, c'est plutôt sur, un courant de pensée. Alors après, c'est mon point de vue, hein, je sais pas, je vais pas me faire des ennemis sur ce que je vais dire, mais les autres années, il y avait beaucoup de choses sur, la gestion de projet, l'agilité, nin nin nin, les nouveaux trucs d'agilité. Cette année, zéro, pas une seule conf sur l'agilité, la gestion de projet. Et je trouve que ça s'inscrit un peu dans un mouvement, j'en parlais d'ailleurs il y a pas longtemps avec un collègue, où, l'agilité, bah, un peu comme l'IA aujourd'hui, pendant des années, ça a été un peu le Far West, «Ouais, le cycle en V, c'est de la merde, on va faire de l'agilité». Tout le monde faisait de l'agilité à droite, à gauche, «Ouais, on va prendre un Scrum Master, ouais, on va faire des sprints et tout». Et aujourd'hui, de plus en plus, dans pas mal de boîtes, ça on commence à enlever des réunions sur l'agilité parce que finalement, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des plus-values? Donc moi, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti dans mon travail au quotidien et j'en ai parlé avec pas mal de types, enfin pas mal de types, quelques personnes qui disaient effectivement aussi qu'il y avait certaines réunions enfin certains, comment on appelle ça en agilité? Cérémonie, Ouais, certaines cérémonies cérémonies. agiles qui commençaient à sauter parce que, bah, effectivement finalement, c'était plus si utile que ça et on voit finalement qu'aujourd'hui au DevFest,
peut-être qu'il y a aussi ce ressenti-là, puisque là, il y a même pas eu quelques conférences, il y a vraiment eu 0 conférence, que ça soit sur n'importe quel, pilotage de projet, ce genre de choses. Alors, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, c'était safe, agilité Ouais, à voilà. l'échelle et tout. Mmh. Ouais, Ouais. Et du coup, il nous reste, Meryl à distance. Et oui, le meilleur pour la fin, dira-t-on. Alors, moi, je vais vous parler de 2 confs, qui sont du coup, un peu réunis par une thématique, pas dire si commune, mais ressemble un peu. On va parler beaucoup d'open source d'associatif. Alors, le premier talk, c'était From Flatcar Development to Proxmox Deployment. Donc, c'était une conf qui était réalisée par 2 personnes, donc Alexandre Buzine de chez Enix, plutôt un G, infra, DevOps, euh, et Mathieu Tortullo, donc développeur chez Microsoft. Euh, et le concept le contexte de base, c'était que Alexandre, qui était chez Enix, il bossait beaucoup avec Proxmox. Ils ont voulu commencer à migrer beaucoup de workloads qui étaient notamment chez eux sur du Ubuntu, mais plein d'autres trucs. Et ils se sont dit, on veut commencer. Ils avaient fait un peu de Rancher OS, ça leur avait plu, donc qui était une techno orienté, un OS en fait orienté conteneur, qui permettait du coup de gérer des workloads de conteneurs qui étaient dédiés à ça et qui étaient immuables. Mais le projet n'était pas trop en forme, avait pas trop un peu mal vieilli. Et ils ont découvert Flatcar. Flatcar qui du coup est pour le coup un OS, un système d'exploitation, qui est un fork de CoreOS, donc un OS qui a été récupéré par Red Hat et transformé à la sauce Red Hat. Et donc du coup, ça n'a pas convenu à beaucoup de gens qui ont forqué l'OS. Qu'est-ce qui fait de cet OS un peu particulier? C'est que c'est un OS qui est vraiment conçu pour faire tourner des conteneurs. Donc tout ce que vous allez faire dessus, ça va beaucoup se passer via un conteneur. Vous avez besoin d'installer un outil, il n'y a pas de package manager. Vous allez déployer un conteneur pour utiliser l'outil. Donc ça vous permet d'avoir des environnements qui sont très sains et très épurés parce que du coup, vous allez assez facilement pouvoir euh, utiliser un peu n'importe quel outil sans polluer votre système. C'est un système immuable, donc en read-only sur la quasi-totalité du système de fichiers. Et donc, du coup, toutes les workloads qui sont pas read-only, vous allez pouvoir les jouer dans les conteneurs. Et c'est donc open source. Donc, ils ont voulu partir là-dessus chez Enix et ils disaient qu'en fait, eux, ils bossaient beaucoup avec Proxmox. Et donc, du coup, ben, quand tu veux sur de l'infra, donc Proxmox qui est pour rappel un hyperviseur de type 1 qui permet de faire tourner, donc qui est open source et qui est basé sur Debian et qui permet de faire tourner alors il y a une petite coquille dans le stade, il permet de faire tourner des workloads en forme forme de VM avec KVM ou sous forme de conteneur système avec LXC. Et en fait, le problème, c'est que souvent, quand on passe par un cloud provider, que ce soit un hyperscaler ou que ce soit une solution comme VMware ou Proxmox, ben, on utilise des cloud images, donc des templates de machines. Au lieu d'à chaque fois déployer une VM, mettre un ISO dessus, faire la procédure d'installation et déployer, et ben on crée une image basique, on installe une installation basique, et derrière, avec tout un tas d'outils, on va pouvoir, chaque fois qu'on duplique cette image, qu'on utilise cette base, avoir une VM qui se configure un peu toute seule. Donc, qui chope un nouveau hostname, qui change son UID, qui change ses clés SSH, qui renouvelle pour éviter d'avoir des problèmes de duplication, par exemple. Et donc, ils ont voulu utiliser Flatcar de cette manière sur Proxmox, sauf que le problème, en fait, Flatcar, ça n'a pas été conçu, il n'y avait pas d'image, cloud image pour Proxmox. Et ils avaient des petits soucis de compatibilité quand ils voulaient commencer à standardiser. Alors pourquoi il y a des petits soucis? Parce qu'en fait, comme Flatcar est un fork de CoreOS, et ben, il hérite aussi des dépendances de CoreOS, qui sont des dépendances système. Et Proxmox aujourd'hui est un hyperviseur qui est conçu pour fonctionner avec beaucoup des outils tels que Cloud Init, que beaucoup connaissent sans doute, qui permettent de configurer justement des VM à leur lancement. Là où, par exemple, premier problème, Flatcar fonctionne avec Ignition. Ignition, qui est du coup une alternative à Cloud Init, qui est un paradigme un peu différent, parce que Cloud Init se lance et s'exécute potentiellement plusieurs fois en fonction de la config qui lui est passée, une fois ou plusieurs fois selon les configs qui lui sont passées, et qui s'exécute dans le user space, donc après le démarrage du kernel de la machine. Là où Ignition, lui, va se lancer un peu avant dans l'initramfs, donc beaucoup plus tôt dans la procédure de boot, plus ou moins au moment du démarrage du kernel.
Donc, il permet des choses différentes. C'est pour ça qu'il est utilisé dans Flatcar. D'ailleurs, il n'est pas incompatible avec Cloud-init si on veut, mais il est utilisé pour des trucs beaucoup plus pointus. Par exemple, il permet au lancement de mettre de changer des paramètres de commande kernel. Donc, il y avait ça. Ce système-là, Proxmox, il n'est pas conçu pour lui envoyer de la donnée. Il est conçu pour, il y a une fonctionnalité pour envoyer de la donnée via la configuration via Cloud-init, mais pas via Ignition. Donc, déjà, il y avait cette partie-là qui n'était pas bonne. Deuxième problème, Ignition, il fonctionne en synergie avec un truc qui s'appelle Afterburn. Afterburn, c'est quoi? Vous savez, quand on crée une VM sur un cloud provider et qu'on essaie d'analyser un peu ses specs ou qu'on récupère ses specs via un système d'inventaire, on voit les données qui remontent de type, il sait que c'est une VM qui est hébergée sur tel hyperviseur, qui a telle spécificité. Et en fait, tout ça, c'est des métadonnées. Quand la VM, elle démarre, elle va pouvoir récupérer des données de l'infrastructure qui l'héberge via un service de métadonnées. AWS a son service de métadonnées, Proxmox a le sien, VMware a le sien aussi. Et donc, pareil, Proxmox, là encore, Afterburn n'était pas conçu pour récupérer les données du serveur de métadonnées de Proxmox. Donc, tous ces petits trucs-là faisaient que, et il manquait en plus toutes les partitions OEM, donc qui permet sur Flatcar, sur l'OS, l'image de base, manquait tout ce qui était dans les partitions OEM. Donc, c'est des partitions qui sont là pour permettre l'intercommunication entre, typiquement, vous faites démarrer une VM sur GCP, vous allez peut-être avoir besoin dans la VM d'utiliser des outils Google Cloud CLI. Du coup, en fait, dans cette partition OEM qui est commune à la plupart des cloud images, qui est un peu standardisée, vous allez pouvoir déposer des outils, le cloud provider va pouvoir déposer des outils pour permettre, par exemple, des variables, il va pouvoir déposer des variables et des outils qui vont permettre à la VM de se configurer. Donc, tous ces trucs-là, en fait, c'est des outils qui sont plus ou moins indépendants. Et donc, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que en ouvrant une PR à Flatcar, donc ce qui est le projet sur lequel bossait Mathieu, ils se sont heurtés au problème en fait, il n'y a pas que ça à faire. Et donc, c'est là qu'Enix s'est lancé dans l'aventure open source de dire on va contribuer, on va aller effectuer les modifs à droite à gauche et travailler en synergie avec les équipes de Flatcar pour rendre Flatcar, avoir des images Flatcar qui sont compatibles avec nos environnements, avec Proxmox, et rendre ça accessible. Il n'y a pas de raison qu'on fasse de la tambouille dans notre coin, des bricolages et coller des rustines à droite à gauche pour avoir un truc pas forcément très stable dans le temps et qui en plus on garde valorisement pour nous. Voilà. Donc en gros, ils ont dû, au cours de la conf, ils ont montré un peu comment ils ont travaillé en synergie. Et donc avec les équipes de Flatcar et avec les communautés open source des différents produits, pour pouvoir traiter dans l'ordre des chaînes de dépendance les problèmes et pour ensuite pouvoir avoir l'image Flatcar construite. Et donc j'ai pas pu mettre la timeline parce qu'elle passait pas sur la slide, mais globalement, c'est ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on utilise, de projets, de produits qu'on utilise qui sont basés sur de l'open source et qu'en fait, tout ça, ça vit en dessous. Nous, on l'utilise au quotidien et les mises à jour qui arrivent, on fait pas toujours trop attention. Et en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de contributions derrière, de gens qui m'accordent du temps, parfois des agents dans des entreprises, parfois des gens qui font ça en plus de leur boulot. Et donc voilà, c'est tout ça qui permet à notre écosystème de tenir debout. Et c'est important de le rappeler et surtout de montrer que le fait que tout le monde ne soit pas au courant de comment ça fonctionne les contributions, fait qu'il n'y a pas énormément de monde qui contribue. Et donc du coup, ça peut prendre du temps. Donc eux, ils ont commencé la PR pour demander le support de Proxmox dans les images Flatcar. Elle a été ouverte en mai 2023. Et la fin de cette PR complète a été en juin 2025. Alors, réellement, fonctionnellement, en novembre 2024, puisqu'il y a eu courant 2024, en fait, il y a eu tout ce qui était support pour Ignition et Afterburn. Et en novembre 2024, donc fin 2024, il y a eu Flatcar a pu, du coup, vu que les dépendances ont été patchées, ont été en tout cas révisées, ils ont pu effectuer leurs modifs. Et voilà, et ça a pu donner les tests, les releases, et pour finir par la documentation en juin 2025. Donc voilà, moi je peux que vous inviter à aller la voir parce que même si déjà on découvre Flatcar quand on ne connaît pas et c'est assez sympa, on découvre aussi des mécanismes un peu plus avancés de comment ça fonctionne le système. Et puis surtout, très intéressant de voir comment ça se passe, une collaboration open source et grosse mention spéciale aux Tao speakers puisqu'ils ne se connaissaient pas avant de faire la conf. Ils sont arrivés le matin, première conf de la journée. Le projecteur marchait pas et ils ont dû commencer en impro.
alors qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais vus, ils s'étaient parlé que par PR interposé pendant 3 ans auparavant. Et là, ils se rencontrent et voilà. Donc, je trouvais ça super intéressant à voir, autant pour la performance sur scène, parce qu'il faut le faire, arriver, parler avec quelqu'un que tu connais pas et ton diapo marche pas, et réussir quand même ton talk malgré tout. Et en plus, très belle histoire d'open source où les gars finalement finissent par se rencontrer, alors que s'ils n'avaient pas contribué, rien, leur route se serait jamais croisée. Donc voilà, je recommande chaudement. Pour essayer de terminer dans les temps, je vais vous parler de la conf, comment avons-nous transformé les restos du cœur en cloud provider. Alors, elle a été assez intéressante parce que quand on pense resto du cœur, on pense absolument pas à l'IT. Et en fait, le speaker, donc qui y est depuis plusieurs années, qui, qui est bénévole depuis plusieurs années au Resto du Cœur, après avoir testé plusieurs formes de contribution et de bénévolat, passant par les maraudes de la nuit pour distribuer des repas et, euh, et la distribution dans les centres d'accueil, a trouvé que c'était pas pour lui, il n'arrivait pas mentalement à gérer ça. Et donc, du coup, il s'est dit, bah, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de l'IT. Donc, il a essayé d'apporter ses connaissances et ses savoir-faire au sein des Restos du Cœur. Et il nous explique qu'en fait, ces Restos du Cœur, c'est décomposé en 112 associations départementales, qu'il y a, mine de rien, quand même une quarantaine d'applications qui tournent au sein des Restos du Cœur aujourd'hui. Donc, c'est quand même pas rien. Toutes les boîtes n'ont pas 40 applications à gérer au quotidien. C'est 35 000 utilisateurs en moyenne, donc 35 000 bénévoles qui utilisent ces services. Euh, et tout ça, en fait, c'était réparti sur ces 112 assos départementales. Chacun avait un peu son système, son truc. Et vous le voyez en bas à gauche, là, ça commençait sur un PC, comme il l'appelait, le fameux PC dans un coin. Donc le petit PC, la tour qui tourne et qui fait tourner tout ce dont a besoin l'association locale. Et donc, lui, il a essayé de voir à son échelle locale comment est-ce que on pouvait faire mieux. Donc, il a commencé à récupérer du matos à droite, à gauche. Il a monté une première baie dans les toilettes, là où il y avait de la place. Donc, ça, c'est comique, c'est la deuxième photo que vous voyez. En fait, de fil en aiguille, il a fini par améliorer le truc et il a réussi ça s'est remonté aux oreilles d'abord de la gestion régionale des restos, puis ensuite de l'échelle nationale. Et petit à petit, en fait, ils ont fait plusieurs versions d'infrastructures pour pouvoir arriver à ce qu'ils ont appelé le cloud du cœur. Donc, en fait, ils ont monté une infrastructure type cloud interne pour les réseaux du resto du cœur. Et donc, elle est composée un peu de ce que vous voyez à côté, donc quand même un beau panel technique assez à jour. C'est assez impressionnant de voir comment à 11 personnes aujourd'hui, mais au départ, le mec était tout seul au départ, aujourd'hui ils sont 11, et entre-temps, ils ont réussi à mettre en place tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est quand même 1100, donc basé sur OpenStack et toute la stack d'outillage que vous voyez, c'est quand même 1100 VM, 500 pods, 80 serveurs et 3 régions au jour d'aujourd'hui, sachant qu'ils aimeraient en ouvrir d'autres. Donc 3 régions réparties en France, qui leur permet en fait d'assurer tout le workload dont tu as besoin et qu'on leur permet de standardiser un peu les process d'outillage IT au sein des Restos du Cœur. Voilà. Je vois qu'il reste quelques minutes, donc je vais juste finir par dire qu'en fait, ils avaient quand même aussi, avant, ils ne se sont pas lancés dans l'aventure de l'open source, histoire de dire juste pour le faire. Ils ont quand même envisagé le cloud public, et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'en tant qu'asso, tu ne payes pas les gens parce que c'est des bénévoles, tu ne payes pas l'infra parce que tu récupères du matos, donc tu ne payes pas le coût d'acquisition du matériel. Et l'électricité, ils ne la payent pas directement, ou en tout cas, ça leur coûte vraiment pas grand-chose à faire tourner. Donc en fait, ils sont partis sur cette solution. Et ça leur a permis, c'est ça qui est marrant en fait, ce qui m'a plu dans cette compte, c'est qu'on se rend compte que dans l'associatif, eh ben, il peut se passer des trucs de dingue, même dans l'IT, tu vois, alors que c'est pas du tout le cœur de métier de base. Donc voilà, le gars est très intéressant, très passionné. Il cherche aussi des gens pour contribuer sur des PR GitHub ou même pour rejoindre, contribuer au déploiement de nouvelles régions de leur cloud. Donc voilà, si ça vous motive d'aller voir la conf et pourquoi pas derrière de les contacter ou d'aller contribuer, bah, n'hésitez pas. Voilà, bah, du coup, je pourrais passer à mon petit point de vue, mon petit ressenti sur la conf. Yes. Alors moi, cette année, il y a eu deux ressentis. Le premier, c'était le ressenti à chaud, juste en sortie de conf. J'étais presque un peu déçu parce que j'ai bien réussi à sortir de la conf 2 heures un peu plus tôt parce que les quelques dernières confs n'avaient aucune qui me tentait. Donc j'ai constaté un peu comme beaucoup d'entre vous, on était un peu dans un ventre mou. C'est-à-dire que pour moi, ma comparatif avec l'année dernière et avec les confs qu'on a vus en début d'année, c'est que aujourd'hui, on parle énormément d'IA. Les deux sujets qu'on voit le plus, c'est soit des sujets sur des technos et des sujets, je pense, tout domaine confondu, je peux me tromper, mais je pense que c'est un peu tout domaine confondu.
des trucs qu'on commence à maîtriser. C'est-à-dire qu'on parle un peu toujours des mêmes choses, alors certes avec des ajouts, des nouveautés, des nouveaux frameworks, de nouvelles features, parfois nouveaux langages, plus ou moins, ou langage en émergence en tout cas, mais nouveaux outils et tous ces trucs-là, en fait, il y en a de moins en moins parce qu'on commence, je pense, à arriver à un certain niveau de maturité sur toutes ces technos qu'on utilise depuis quelques temps. Le prochain game changer, on le voit, c'est notamment beaucoup l'IA. Et sauf que comme le disaient les gars juste avant, on sent qu'on n'a pas encore un niveau de maturité. On sent que là, on est à un espèce de ventre mou cette année, cette fin d'année, où on voit qu'il y a des trucs au niveau de l'agentique qui se développent, mais, Ah, pas encore les use cases. On n'est pas encore, on ne sait pas encore où on va. Il n'y a pas encore de standards ou de bonnes pratiques. Il y a des retours d'expérience, mais il n'y a pas beaucoup. et puis je trouve que, il y a un peu un shift de paradigme entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a développé pas mal d'outils, enfin pas mal des outils récents sont là pour répondre à des problématiques qu'on avait. Là, on a un outil, c'est l'IA, mais on est en train de chercher les problématiques qu'on peut associer à l'IA, quoi. Et c'est moi, enfin, c'est le truc qui fait que je trouve ça, C'est on ça. va dire entre guillemets «bizarre», l'ambiance est un peu bizarre autour de l'IA, je trouve. Bon, je trouve que vraiment on est dans un ventre mou et je vois, on attend le petit kickstart, le petit coup de pied qui va être la prochaine. Alors quand ça va arriver, est-ce que c'est l'année prochaine? Certains disent c'est dans les 2 à 3 ans, d'autres qui disent c'est dans les 10 prochaines années. On ne sait pas. Mais voilà, je trouve que c'est ça qui manque. Et donc au début, c'était un peu une déception. Et dans un second temps, j'ai trouvé ça cool parce que vous voyez, je pense l'avoir transmis au travers des 2 confs que j'ai présentés. J'ai été voir d'autres trucs en fait. Et je me suis recentré sur des trucs qui sont un peu plus basiques, un peu plus essentiels. Mais au final, je me rends compte que ouais, il y a plein de trucs, quand on soulève le capot, on se rend compte qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on fait qu'utiliser et ça m'a permis de me recentrer un peu plus sur ces choses-là. Pareil, de découvrir aussi des milieux que je connaissais pas et auxquels je m'étais jamais intéressé. Donc, faudrait pas que ce soit comme ça tous les ans non plus, parce qu'à un moment donné, on va vite tourner en Ah, rond aussi. déjà là, avec une conf sur 2 qui était orientée IA, ça fait déjà une belle petite overdose, je trouve. Est-ce qu'on passe sur la dernière slide, Voilà. Kylian? Non, là, c'est chaud. Ouais, il En te vrai, reste 30 secondes, 1 heure. Ah bah, il Ah, bah, on manque voit des pas le trucs sur titre, la c'est trop slide. clic. Ah, Ouais, voilà. voilà. Non, c'était la keynote de fermeture, je crois que je suis le seul à avoir participé, mais bon, je trouve que j'en ai parlé parce que je trouve que c'est sympa aussi. On entend parler pendant 2 jours de technique là, donc à part des gens comme Thomas qui aiment bien manger du Kubernetes jusqu'à 2 heures du mat, Eh. c'est cool d'avoir un peu de trucs autres. Et donc là, ouais, la Faltasi, ils font de l'impro en fait. Et donc là, ils faisaient de l'impro et en fait, les gens dans le public disaient faites de l'impro sur le cloud, etc. Quelqu'un qui était cloud architecte et du coup, il disait je suis architecte de nuages et du coup, ils ont dû faire enfin, ils étaient 2 personnes à essayer justement de faire un spectacle Ouais. d'impro là-dessus. Et du coup, c'est quoi? Ils y connaissent rien, ils ont passé les 2 jours du DevFest à écouter ce que tout le monde dit et ils ont fait un mimétisme? Ouais, bah, c'était un peu dur parce qu'il y en avait un qui vient de la tech et pas l'autre et OK. du coup, il était en train de dire: «Ouais, le nuage, AWS qui se merge avec l'autre nuage et tout», donc enfin, c'était marrant parce qu'ils C'est essayaient ça. un peu de se OK. les 2 voilà. Donc non, pendant 1 heure là, je trouvais que ça vidait un peu la tête, pour la fin du DevFest, donc c'est vrai que j'aime bien participer à ces keynotes de fermeture là, c'est complètement autre chose, mais ça restait quand même dans le thème de l'informatique puisque du coup C'est ça mieux que la keynote d'ouverture du coup. ouais, C'est ça, mieux que la keynote voilà, d'ouverture, vous ouais. pouvez regarder les keynotes d'ouverture pour vous faire une opinion, mais sachez Vous qu'autour de endormir. cette table-là, Mettez un pouce rouge sur la vidéo. voilà, ça n'a pas été très bien reçu forcément. Juste après, il y a voilà, vous pouvez voir les replays, Ouais. des conférences. Voilà, si il y en a d'autres qui vous intéressent peut-être, on n'en a pas parlé ici, on n'avait pas le temps, mais il y a beaucoup de Oui, conférences il y a tout beaucoup, beaucoup de choses, hein. ouais. N'hésitez pas à aller jeter un œil, à l'intégralité de la playlist. Vous allez voir que le nombre de Ouais. sujets, il y en a enfin quasiment une centaine, je pense. Bah, ouais, il y Non, a Je beaucoup centaine, crois je suis de compter, peut-être mais il y un salles. a à peu boire et à merci, manger. mais au moins une soixantaine, je Mmh. pense Bah, il y a beaucoup de salles, c'est pendant 2 jours non-stop là, toutes les salles, ça fait beaucoup et voilà. ouais.